Mais d'abord, jasons avec les deux Fred de l'actualité. Vous le savez, dans cette émission, nous avons un concept. On invite des gens qui ont des noms qui se ressemblent. Alors, vous avez par exemple les deux Fred donc de l'actualité. L'un qui est passé tout près d'être une vedette rock, Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique. Bonjour Frédéric Lapointe. Bonjour. Et puis bien sûr Frédéric Bérard. Et comme vous le savez, un peu plus tard, nous aurons Éric Bédard. Lui est à un Fred d'être un Frédéric et à un R d'être un Bérard. Alors voyez, une chatte, il perdrait ses petits sans faire de spécisme évidemment ou de sexisme. Là, je vois pas pourquoi un chat ne pourrait pas lui retrouver perdre moins ses petits. Enfin bref, bonjour Frédéric Bérard. Salut, pour la petite anecdote. Bédard, qui est un bon ami, je lui dis souvent que j'en ai tellement marre de me faire appeler Bédard. Il dit, tu vois, moi, je me suis jamais fait appeler Bérard. Ah bon? Je vais essayer de maintenir la tradition. Vous êtes bien sûr avocat, juriste, chroniqueur au journal Métro. Avant qu'on entre dans le sujet de la politique, continuons un instant avec vous, Frédéric Bérard, sur la question des territoires non cédés. Tout ça, parce que vous êtes constitutionnaliste, touche à la question des traités, hein? C'est ça? Les territoires du Canada qui ne font pas l'objet d'un traité ou d'un autre sont ceux qui sont susceptibles d'être désignés comme étant non cédés. C'est bien ça? Et quels sont les traités? Parce qu'ils ont été constitutionnalisés, ces traités-là, en partie, en tout cas, si je comprends bien. De quoi on parle quand on parle de traités, là? C'est un processus qui est très complexe, hein, parce qu'on sait que, bon, après la Nouvelle-France, après ça, la conquête, la proclamation royale, l'acte de Québec, l'acte de 1791, l'acte d'Union, et ainsi de suite. Donc, il y a des traités certains se constitutionnalisent au fil des nouvelles, des nouvelles moutures, jusqu'en 1867 et 1982. D'autres, non. Et c'est là que ça devient compliqué, puis je ne vous contais pas d'histoire, Nick, je ne suis pas suffisamment, je ne m'y connais pas, puis c'est pour ça que je vais écouter Bédard avec intérêt là-dessus, comme j'en écoute d'autres ici et là. Mais alors, on a un mot, là, les traités en question, ça dit quoi, ça? Ça sert à quoi? Ça fait état du fait que telle ou telle nation a cédé, a donné ou vendu le territoire à la couronne, c'est ça? Oui, ben c'est pour ça. C'est juste la résultante d'une entente essentiellement politique. Mais ce qui est compliqué, c'est de savoir si ces traités-là puissent trouver une espèce de pérennité à travers la nouvelle mouture constitutionnelle. Peut-être, il y a eu plusieurs décisions là-dessus dans l'Ouest canadien par rapport aux francophones, par rapport aux métis, par exemple. Est-ce que l'Alberta est constitutionnellement bilingue et ainsi de suite? L'affaire Caron, ben là, on se posait la question, OK, mais l'entente qu'il y avait eu avec tel groupe, est-ce que cette entente-là, le traité, si vous aimez mieux, a été constitutionnalisé par la suite en 1867? Oui, non, ainsi de suite. Et là, c'était compliqué parce que c'est une entente avec la majesté britannique. Comment ça s'est fait dans... Bon, vous voyez, genre? Donc, tout ça pour dire que, à mon avis, dans ce cas précis, c'est beaucoup plus un job d'historien, sociologue peut-être, mais surtout d'historien, comme la Cour suprême elle-même le reconnaît implicitement lorsqu'elle discute de ces éléments-là. Est-ce que c'était la volonté des constituants de perpétuer le traité en question ou non? Et de là, les éclairages pertinents de Bédard et compagnie là, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est réellement. Parce que même moi, pour être honnête, sur la question de la Ville de Montréal, bien franchement, j'en sais rien. Je sais qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation politique là-dessus. Mais est-ce que c'est fondé ou non sur des faits, ça je l'ignore. Bon, après, oui, parce que vous avez les pauvres Wet'suwet'en qui ont été balayés de l'actualité par la COVID, qu'on a complètement oublié, qui, eux, ne reconnaissaient plus certains traités parce que les leaders héréditaires considéraient qu'ils n'étaient pas valides parce qu'ils avaient été... Enfin, vous voyez, effectivement, c'est pas clair. Alors, merci de nous avoir confirmé que c'était pas clair, Frédéric Bérard. Malheureusement, c'est le mieux que je puisse faire. Parfait. Frédéric Lapointe, est-ce que vos plans de voyage dans le Sud sont contrecarrés? Êtes-vous satisfait? Que pensez-vous des déclarations de Justin Trudeau qui parle, je l'ai remarqué, hein, de quarantine quand vous n'avez pas encore reçu le résultat de votre test, mais ça devient une quarantaine quand vous êtes déclaré positif. Alors, la quarantine, c'est comme une version légère, de la quarantaine, mais sans farce, est-ce que c'est cohérent tout ça? Ben,
ce qui est certain, c'est qu'en sortant de l'actualité, la question du scandale... Oui, vous disiez qu'on en parlait trop, là. Vous avez été servi. Oui, c'est ça, exactement. J'ai été servi et finalement, le gouvernement s'est rendu à la pression, a probablement eu besoin de préparer les choses, de donner des préavis pour limiter les inconvénients à la fois pour les entreprises de transport aérien et à la fois pour les passagers là, qui avaient pris des billets. Mais oui, on peut mettre cette question-là au repos et discuter de ce qui est probablement beaucoup plus important, à savoir le calendrier de vaccination et le calendrier de déconfinement ou de non-déconfinement. J'apprends entre les branches, par exemple, que peut-être que les universités ne reviendront pas à la normale en septembre. Donc, je pense qu'il y a des questions beaucoup plus importantes que de savoir si on est frustré contre notre voisin là, parce qu'il a pris l'avion. Frédéric Bérard, est-ce que ça vous semble... est-ce que c'est pas un peu lourd tout ça? Alors, le séjour qui coûte plus de 2000 $ dans un hôtel après avoir passé un test, l'impossibilité d'aller au Mexique ou dans les Caraïbes. Le Mexique, d'ailleurs, qui se plaint ce matin, qui espère que le Canada reviendra bientôt sur cette décision par crainte qu'elle provoque une crise économique majeure là-bas. Mais... est-ce qu'on crée pas une sorte de droit du voyage à deux vitesses ici? Ceux qui sont très riches pourront toujours aller prendre un vol sur Mexico pour ensuite se rendre au bord de la mer là où ils le veulent. Par ailleurs, on ne parle pas, je sais pas moi, du Costa Rica. Qu'est-ce qui se passe au juste? Trouvez-vous ça cohérent tout ça? Non, évidemment pas. Mais est-ce qu'il peut y avoir une cohérence parfaite? Là, on est rendu, là, c'est un monde surréaliste, là. Quelle époque, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure dans nos échanges préalables, on est rendu à discuter est-ce qu'il existe un droit de voyage à deux vitesses, chose qu'on n'aurait jamais fleuré notre esprit. Non, mais vous savez comme moi que certains vont le dire, là. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, non, mais je comprends, mais tout simplement pour dire que la COVID a poussé l'ensemble des gouvernements mondiaux, en fait, les a forcés à faire des choix qui sont, comment dirais-je, absolument surréalistes en quelque sorte, avec, on s'entend, un degré d'approximation énormément élevé, ça fait aucun doute. Moi, personnellement, je suis content que Trudeau ait enfin pris la décision qui s'imposait, c'est-à-dire là, ça suffit, là, les folies, là, vous irez dans votre tout inclus l'année prochaine, vous n'êtes pas des enfants, là. Maintenant, est-ce que dans les faits, il n'y a pas une espèce de de disparité? C'est possible, mais bien franchement, de toutes les disparités qui existent dans le monde et particulièrement au Québec, là, celle sur le droit de voyager dans un tout inclus, là, si vous vouliez savoir à quel point je m'en tape, je ne peux vous dire davantage. Oui, non, mais par exemple, on peut encore aller en Floride si on est un snowbird qui a son condo là-bas et qui, je sais pas moi, qui vote libéral peut-être. Oui, sûrement que ça doit être prévu dans la grille d'évaluation. Je sais pas. Je fais un peu d'humour. Mais bon, donc, bref, vous pensez tout de même que c'est justifié, ça va avoir une efficacité, même si, évidemment, il y a toutes sortes d'angles morts et de problèmes de cohérence qui surviendront comme d'habitude parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On est dans une situation inédite. C'est ça que vous dites. Oui, puis surtout que là, soyons clairs, les vaccins s'en viennent, on approche le 3% de vaccination au Québec, c'est rien, je sais bien, mais on est vraiment clairement, à moins que le nouveau variant là, vienne tout bousiller, là, ce qui est malheureusement pas impossible, mais mis à part ça, on est dans les derniers milles, là, c'est pratiquement terminé. Là. Dans quelques mois, on va enfin pouvoir passer à d'autres choses. Donc, franchement, là, la crise d'enfants gâtés de je veux avoir mon déquiré aux bananes proche de la piscine en fer à Cancun, sérieusement, là, de toutes les récriminations potentielles qu'il peut y avoir aujourd'hui, celle-là, à mon sens, c'est la dernière. Si vous voulez faire un recours devant les tribunaux, amusez-vous, vous allez vous faire péter la gueule en 1000 morceaux. Et puis pour le reste, là, est-ce qu'on peut parler d'autres choses un petit peu plus... Reste, Frédéric Lapointe, que ça a paru long, cette saga. On a eu l'impression que Justin Trudeau entretenait son image de leader indécis, faible, ou en tout cas qui a de la difficulté à poser des gestes forts lorsque le temps presse. Est-ce que
vous pensez que ça a été le cas ou c'était vraiment très compliqué, cette question-là? Est-ce que, par exemple, comme certains le suggèrent, le problème du secteur de l'aviation, là, qui n'est toujours pas aidé au Canada, contrairement, en tout cas pas du tout à la même hauteur qu'ailleurs dans les grands pays occidentaux, est-ce que ça a pu être une donnée dans la façon lancinante dont tout ceci s'est passé? Oui, certainement. D'ailleurs, au bout de quelques semaines, le premier ministre lui-même, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, évoquait le fait que les avions ne transportent pas que des passagers et que le matériel transporté par ces avions, qui se déplacent parce qu'ils sont rentables, pourrait venir à manquer au Canada. Ça pourrait même être des vaccins, hein? Ça pourrait être des vaccins, c'est de la nourriture, c'est des produits divers. Et donc, on sent que, oui, certains premiers ministres font des pressions, sont vus par le public parce que ce sont des conférences de presse quotidiennes, mais que l'industrie de l'aviation elle-même est allée de ces arguments massus du type, si vous voulez nous fermer, on va fermer, puis vous allez devoir vous débrouiller avec le transport des marchandises. Oui. Alors, est-ce que le gouvernement Trudeau n'a pas péché n'a pas fait les choses à l'envers? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'abord aider cette industrie pour ensuite avoir les coups des franches et prendre des décisions plus rapides dans le dossier des voyages? En supposant que le gouvernement fédéral était lui-même convaincu que la question de la circulation des touristes était centrale dans la lutte à la pandémie. J'ai entendu le gouvernement fédéral inviter les gens à ne pas voyager, mais je n'ai pas entendu le gouvernement fédéral démontrer être convaincu que ces déplacements étaient au cœur de l'épidémie au Canada. Il y a eu, je reste avec vous un instant, Frédéric Lapointe, parce qu'on connaît votre passé péquiste, mais bon, c'est un parti parmi d'autres, hein, comme on le dit à chaque émission, vous vous impliquez un peu partout, mais vous êtes en tout cas souverainiste. On a entendu un journaliste poser une question à François Legault dans son dernier point de presse, suite au fait que M. Legault, ces jours-ci, se plaint beaucoup de son incapacité à prendre certaines décisions qui relèvent essentiellement du fédéral. Il a dû marquer le fait que Québec ne pouvait pas décider sur la question, justement, là, des voyages. Et il y avait autre chose aussi, là, d'autres dossiers qui ne me viennent pas à l'esprit pour l'instant. Et le journaliste a demandé à M. Legault, est-ce que ça ne vous remet pas devant est-ce que ça ne réveille pas chez vous vos anciennes convictions souverainistes? Et M. Legault, il est allé d'une réponse assez candide, assez étonnante pour certains, en tout cas, en disant, comme il n'y a pas de référendum gagnant à l'horizon, je pense que mon gouvernement autonomiste est encore la meilleure solution. On avait l'impression que pour lui, si un référendum gagnait, c'est la victoire du oui, quelque part, il est encore souverainiste. L'est-il toujours, d'après vous? Oui, c'est très probable. Même si durant la campagne électorale, alors qu'il se bat pour arracher des votes aux libéraux, il se promène dans l'ouest de l'île de Montréal en disant en anglais qu'il n'organisera jamais de référendum, on sait très bien que les convictions de l'homme ne sont pas différentes. Les convictions d'une partie de son caucus ne sont pas différentes, et je vous dirais, les convictions de la moitié de son personnel politique dans tous les ministères, ils n'ont pas changé de conviction non plus. Donc, quand François Legault a l'occasion de faire vibrer cette corde nationaliste, je peux vous dire, parce que je les entends, je les connais, il y a une bonne partie de son armée là, qui redouble d'ardeur au travail. Donc, c'est de la bonne politique pour lui à ce stade-ci. Maintenant qu'il est au gouvernement, il ne se serait pas permis ce genre de commentaires en campagne contre Philippe Couillard, par exemple. En anglais, dans l'ouest de Montréal, par exemple. Est-ce que cette sensibilité, cette impression, cet état d'esprit dans l'armée, ou la moitié de l'armée caquiste, Frédéric Lapointe, est un peu celui d'une partie de l'armée péquiste aussi, non? Du côté du Parti québécois, nous, on est prêt à faire un référendum dès que possible. Et contrairement, peut-être à François Legault, le changement au Parti québécois, c'est que nous, on n'a pas peur de perdre. On a peur de ne pas pouvoir jouer. On a peur de disqualifier ou de sortir le Québec de cette liberté, de cette possibilité que de faire son indépendance. Alors d'après vous, des péquistes là, qui pensent comme François Legault que c'est pas vraiment faisable dans l'avenir prévisible, vous pensez qu'il y en a plus? Ils sont tous rendus à la CAQ, au fond? Ils ont une option politique pour les servir et ils s'en sont
pour le moment, ils en semblent satisfaits. Frédéric Bérard, on entend cette pub radiophonique, on l'a entendu juste avant le début de cette émission, qui commence en disant, c'est pour les mesures sanitaires, bien sûr, et ça commence en disant, ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. J'entends ça depuis plusieurs jours en me disant, je me demande ce qu'on pense de ça, justement dans l'ouest de Montréal ou dans certaines zones, et j'ai envie de vous demander, Frédéric Bérard, les acidiques d'Outremont, là, qui sont devant la justice en ce moment, qui se sentent lésés par les mesures parce qu'ils ne peuvent pas prier en groupe suffisamment nombreux comme ils le souhaiteraient, se sentent-ils, d'après vous, concernés par l'ensemble de la nation québécoise? Et par ailleurs, si je vous pose la question à vous, c'est pour savoir si ils ont une chance de gagner quelque chose devant les tribunaux. Bon, la première question, non. Je ne pense pas qu'ils aient de chance de gagner quoi que ce soit. La liberté de religion n'est pas absolue. On le sait ou on devrait le savoir. Et puis voilà, c'est ça, à mon sens, c'est clairement une perte de temps. Une fois qu'on a dit ça, par contre, j'aimerais bien, moi, qu'on leur lâche les baskets aux acidiques parce que à voir ce qui s'est passé dans le traitement médiatique depuis une semaine, 10 jours, ça se demandait si c'est pas les 6 acidiques d'Outremont là, qui ont foutu la pandémie à travers le Québec, sinon dans le Canada tout entier. Franchement, là, il faudrait peut-être qu'on Vous trouvez que ça a été dur à leur endroit? Il me semble que ça a été assez pudique pour un moment, non? Ça les excite, ça excite tellement de médias de regardez comme ils s'en fichent, puis blablabla, blablabla. Puis un reportage, puis 2, puis 3, puis 4, puis 12. Quand il y avait 10, 15, 20, 25 000 bozos qui manifestaient contre des masques, pas de masques, pendant que la mesure masque était adoptée, devant des policiers qui ne les arrêtaient pas. C'est drôle. Moi, j'ai entendu personne dire « Regarde les Québécois comme ils sont comme ça, les Québécois. » Puis vous êtes les premiers, et je parle à vous, Nick Payne, et à vous, Frédéric Lapointe, à grimper dans les rideaux, parfois à juste titre, quand Toronto dit que regardez, les Québécois sont racistes. Ben là, on est en train de faire exactement la même affaire de l'autre bord. C'est dans le fond, s'il y a des acidiques qui violent les règles, c'est parce qu'ils sont acidiques à la base, c'est pas parce qu'il y a des niaiseux dans la gang. Puis évidemment, c'est l'ensemble des acidiques ici. Donc franchement, là, il faut faire attention. C'est vraiment cette espèce d'acharnement-là, alors qu'on a des bozos, là, il y en a chez les acidiques, c'est clair, c'est net, c'est précis, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup moins chez les non-acidiques à Montréal. On l'a vu à Montréal ou ailleurs au Québec, on l'a vu depuis 9 mois, les trucs de masques, les trucs de vaccins, les trucs de fuck you Legault, on veut avoir notre Noël, puis gna 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 gna. Je suis pas sûr, moi, que Steve, l'artiste Charland, puis sa gang de Wabo dans leur petite grange, là, à faire justement les fuck you Legault, à se cracher d'en face parce qu'ils voulaient avoir le sucre à la crème. Je suis pas certain qu'ils ont eu des menaces de mort. Bon, prenez votre daiquiri égal, Frédéric Bérard. Nous en avons pris pour notre rhume. Donc, Frédéric Lapointe, la question, de la façon dont je l'ai posée, s'inscrivait, selon vous, dans cette ambiance médiatique de chasse aux sorcières ou d'une forme d'intolérance à l'endroit des acidiques, d'après vous? Je pense que les acidiques ont eu le même traitement que nos touristes dans le sud. Donc, oui, il me semble, oui, ou les manifestants sans masque, là, on s'est bien moqué aussi. Je comprends qu'il n'y avait pas de connotation d'un groupe culturel, quoique. Mais il faut savoir que dans le cas des acidiques, je peux prétendre les connaître un peu, il y a toujours une telle chose qu'un conflit entre suivre la loi des hommes et suivre la loi de Dieu. Et ça leur est assez particulier. D'ailleurs, si vous regardez ce qui se passe en Israël, vous allez trouver que Outremont, là, c'est le grand calme plat. Là. En Israël, ça se bat les forces de l'ordre et les acidiques à coups de bâton puis de canon à eau. Donc, faut pas penser que ce genre de tension là est unique à ce qu'on vit au Québec. C'est assez particulier à cette communauté, puis je les blâme pas. Je veux dire, les communautés sont plus religieuses que d'autres, ça entraîne des tensions, et la réaction des autorités au Québec est, ma foi, fort modérée quand on regarde, par exemple, ce qui se passe en Israël. Bon, je resterai donc seul avec ma question. Tant pis pour moi, ça m'apprendra, mais on a quand même eu des réponses intéressantes. Frédéric Bérard, on a entendu cette semaine la volonté de François Legault de... il espère pouvoir apporter certains assouplissements, même si le couvre-feu, comme on s'en doutait, là, sera maintenu encore pour un temps. Pour les commerces non
essentiel, notamment, puis on annonce tranquillement avec une certaine forme de sinon d'optimisme ou de satisfaction des chiffres, des indicateurs un petit peu à la baisse là, dans certains cas, les hospitalisations, le nombre de décès aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'erreur? Il me semble qu'on a peut-être fait souvent au cours de cette pandémie, c'est-à-dire y aller de messages forts pour faire bien comprendre aux gens que la situation est grave, et là, ça marche, comme par exemple le couvre-feu. Et puis ensuite, on veut tellement donner un ânane, donner de l'espoir, montrer la lumière au bout du tunnel, qu'on se montre un peu plus optimiste. Et là, vous le voyez immédiatement dans les rues de Montréal, c'est visible, je le voyais aujourd'hui même, il y a beaucoup plus de monde qu'à l'habitude ces derniers temps. Dès qu'on envoie un peu le message que ça va un peu mieux, on dirait que tout le monde retraite un peu sur les mesures. Pensez-vous qu'on aurait dû rester ferme ou s'il est nécessaire de montrer un peu d'optimisme? Il y a plusieurs aspects. Je pense que votre analyse, Nick, est excellente à la base. Là. Je la bon, pour une fois. Pour aujourd'hui, c'est la meilleure que vous avez eue. Bon. Mais non, farce à part. Moi, j'aimerais pas être dans les souliers de Legault de n'importe quel dirigeant actuellement, parce que c'est certain qu'il y a des enjeux de santé mentale qui sont importants, il y a des enjeux économiques qui sont importants, des enjeux familiaux, les étudiants, cégep, université, tout ça. Ça commence à être lourd, et puis moi-même, on en a parlé tout à l'heure, pour la première fois depuis 10 mois, je commence vraiment à en avoir marre de tout ça, là, ça m'a frappé cette semaine. Et donc, tout ça pour dire que malheureusement, et c'est là que je pense que vous avez le plus raison, rappelons-nous ce qui s'est passé cet été. Tout le monde voulait avoir l'accès au camping, tout le monde voulait avoir accès aux glissades d'eau, tout le monde voulait... Bref, on a repris un peu notre vie d'antan, disons-le franchement, et aussitôt que tout ça a été fait avec la reprise des écoles début septembre, la deuxième vague est partie là, en fou. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même erreur? Est-ce qu'on n'est pas mieux de demeurer ferme encore pendant un bout de temps, sachant que le couvre-feu, par ailleurs, a bien l'air de fonctionner. Évidemment, c'est pas la seule variable et c'est difficile de l'isoler là pour savoir s'il y a une corrélation de cause à effet qui est parfaite. Voire impossible. On peut que ne faire des hypothèses là-dessus, évidemment. Exactement, mais avant le couvre-feu, on était à au-dessus de 3000 contaminations par jour. Aujourd'hui, on oscille à 1100, 1200, 1003. Donc, c'est pratiquement 3 fois moins. Est-ce que c'est seulement dû au couvre-feu? Évidemment, non. Est-ce que le couvre-feu est un élément essentiel? Selon toute vraisemblance, je dirais que oui. Donc, en même temps, est-ce que... Tu veux pas non plus faire craquer la province, mais le problème, c'est que si on n'étire pas, puis on recommence, mais là, on se rebalance dans une troisième vague, et surtout, peut-être, compte tenu du nouveau variant du virus. Le danger, il est là. Parce que là, actuellement, les pharmaceutiques nous disent « Ah non, ça va, notre vaccin est fiable pour même les nouveaux variants. » Mais à la vitesse qu'ils rendent ces vaccins-là, est-ce qu'on va avoir le temps d'éviter une troisième vague qui pourrait être encore plus meurtrière? Donc si je suis François Legault, franchement, là, je me tape la tête sur les murs, puis je suis assez certain que c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Alors, le mot a été lâché. Province. Frédéric Lapointe, est-ce que la province, d'après vous, je fais exprès pour reprendre le mot de Frédéric Bérard, ce ne serait pas le mien, mais est-ce que... Excusez-moi. Oui. Un gros juron dans le... Oui, c'est ça, avec des souverainistes, mais vous êtes vous-même en province, vous êde donc un provincial. Totalement. Oui, mais Frédéric Lapointe, est-ce que le Québec a besoin de voir un peu de lumière au bout du tunnel, ou est-ce que... parce êtes-vous d'accord avec nous pour dire qu'une mesure comme le couvre-feu est sans doute... on présume qu'elle est efficace de façon directe, mais aussi indirecte, c'est-à-dire qu'elle envoie un message très fort à l'effet que l'heure est grave et il faut être prudent, et que cet effet-là est peut-être aussi important que l'effet direct, allez savoir. Et par conséquent, lorsqu'on commence à dire, ça va un peu mieux, est-ce qu'on ne vient pas saper un peu ces efforts-là et prendre le risque, comme le dit Bérard, d'une troisième vague ou d'un autre retour? On a l'impression d'être dans une espèce d'accordéon là, ou de serpent là, qui avance par à-coups, qui se distend, qui se contracte, et puis comme quand on est pris dans un bouchon de circulation, là, vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'emblée, je veux dire que je suis pas du même avis que Frédéric sur le fait que je ne voudrais pas être à la place de François Legault pour prendre des décisions. Ah, je pensais que vous étiez en désaccord sur la justesse de mes analyses. J'adorerais être à la place de François Legault. J'ai les envies de vivre ces moments difficiles, mais quand on veut faire de la politique, quand on se présente en politique, c'est précisément
précisément pour vivre ce genre de situation. Vous voudriez faire ça, vous? Pourquoi on se présente en politique si c'est pas pour faire ça? Bien sûr que je voudrais faire ça. Oui, mais là, c'est vraiment comment dire, pour des gens qui veulent être réélus et être aimés, c'est très compliqué de renvoyer tout le monde enfermé chez lui après 8 heures, se faire accuser de dictateur sanitaire et le reste et le reste. Écoutez, on peut être au pouvoir pendant 8 ans, ne rien faire et perdre sa cote d'amour à la fin quand même. Alors, aussi bien vouloir faire de la politique pour y faire des choses importantes et à la place de gens dont on pense qu'ils ne prendront pas les meilleures décisions par ailleurs. Mais sur le fond de la question, ce qui se pose, c'est l'option, il y a 2 options au fond, qui sont de cesser de respirer, tout fermer en espérant que le virus disparaisse à un point tel qu'on en sera débarrassé, ou naviguer entre les 2 eaux, ce que le gouvernement fait. Alors, si on était une île comme Taïwan, la Nouvelle-Zélande ou une presqu'île comme la Nouvelle-Écosse, je vous dirais que c'est une option qui serait vraiment à envisager. Mais nous pourrions nous retrouver avec des efforts maximaux, une crise économique plus avancée, des suicides qui augmentent et des déprimés chroniques, et ne pas pour autant réussir à éteindre le virus, surtout ce qui nous mettrait dans une position où on a les deux, on a Carib et on a Scylla, c'est-à-dire on a les 2 pires mots. Et comme le Québec est une province plus grosse, plus ouverte, je le répète, on n'est pas une île, que le gouvernement ait choisi de naviguer entre les 2 eaux, de ménager les inconvénients, par exemple de garder les écoles ouvertes, par exemple de laisser les gens aller en vacances l'été. Moi, je pense que tous ces choix-là, au final, nous ont amené quelque part dans un compromis qui est le compromis le plus viable. Et on va vivre encore la même chose cet été. Pensez pas que le virus va être disparu parce que 33% des gens vont être vaccinés. Le même dilemme va se poser dès le mois de mai quand on va vouloir prendre un daiquiri à côté du barbecue et de la piscine à Terrebonne en bonne compagnie. Et je vous prédis que non, le gouvernement n'enverra pas la police à 4h30 de l'après-midi nous empêcher de le faire. Pourquoi? Parce que à un moment donné, la population va en avoir vraiment marre et il n'y aura pas suffisamment de policiers pour tout contrôler. Donc oui, il va y avoir une 3e vague. Il se peut malheureusement que ça affecte les universités, comme je le disais, mais entre ça et tout fermer et néanmoins avoir le virus qui demeure parmi nous, je pense que c'est le meilleur compromis possible. Alors, vous avez employé le mot province, vous aussi. Là, c'est une émission difficile pour moi. Dites-moi, en terminant là-dessus, Frédéric Lapointe, est-ce que, donc, vous êtes d'accord avec l'idée de commencer à assouplir certaines règles sanitaires là, dans les prochaines semaines, par exemple pour les salons de coiffure, les salles de sport, je ne sais trop, les commerces non essentiels? Il y a pas, je vous dis, il y a 2 options. Si on choisit l'option d'éteindre le virus, de se donner 2-3 mois pour éteindre le virus sur le territoire de l'État du Québec, il faut fermer les écoles, il faut à peu près fermer les épiceries, il faut transformer les hôpitaux en bunkers. Vous ne voulez pas aller là. On ne sait pas ce que c'est, mais je vous dis que vous ne voulez pas aller là. Du moment où on est déjà au tiers ou à moitié ouvert, il y a toutes sortes de restrictions qui commencent à avoir beaucoup moins de sens. Et oui, ça peut inclure les centres d'entraînement. Oui, ça peut inclure les coiffeurs. Et donc, il faut les regarder tous à la pièce, mais on va de toute façon être dans une zone de compromis. En terminant, il nous reste quelques instants. Frédéric Bérard, la question des vaccins. Est-ce que vous entrevoyez une forme ou une autre de réticence? On pense à des peuples comme les Français, par exemple, qui étaient, dans certaines études d'opinion, à 1 sur 2 méfiants devant la possible vaccination ou la vaccination, peu importe. Est-ce qu'on peut imaginer une chose comme celle-là au Québec? Est-ce qu'il y aura des écueils quand ça va devenir plus... C'est pas encore très concret pour la vaste majorité des gens. Ça s'est passé dans les ressources pour les personnes âgées, les CHSLD et autres, mais bientôt, ça va toucher la plus grande partie de la population. Comment voyez-vous ça arriver, vous? Moi, c'est une des affaires qui m'inquiète le plus là-dedans, l'espèce de baisse du quotient intellectuel collectif qui fait en sorte que... Puis c'est pas alors d'après vous, c'est pas brillant là, de se méfier des vaccins. Vous voyez pas de raison valable de, je sais pas moi, les intérêts du grand commerce, des entreprises pharmaceutiques? C'est assez facile de tomber dans la théorie du complot, mais
à ce que je sache, tout ça a commencé avec la pandémie. D'ailleurs, on pensait que c'était Bill Gates qui avait financé la création du virus pour pouvoir vacciner de force les pauvres citoyens en leur plantant une pastille machin pour savoir où ils vont comme si ça l'intéressait. Oui, avec l'aide des Raéliens ou de la planète Mars. 5G. Mais une fois, je blague, mais j'en suis triste parce que évidemment on peut être critique de Big Pharma, évidemment on peut être à avoir des doutes sur la valeur scientifique de X, Y, mais pas de là à incarner ça comme une croyance établie. Franchement, je pense que les preuves sont à l'effet contraire. Évidemment qu'il y a une part de risque, c'est certain, mais entre ça et ce qu'on vit actuellement, à mon avis, le choix est d'une évidence. Et une fois qu'on a dit ça, et ça, c'est peut-être le pire, regardez ce qui se passe. Vous avez parlé de la France, c'est la même chose aux États-Unis. Il y a un nombre effarant parmi le personnel soignant qui refuse la vaccination. Et ça, c'est parce que c'est à se demander à quel point on va être capable de passer à travers si, je sais pas, là, évidemment, dépendra des chiffres, mais et j'exagère probablement, mais si, disons, 35% de la population refusait le vaccin, est-ce qu'on en a suffisamment pour taper une immunité collective? Je pense qu'elle est située à 70, si je ne me trompe pas. Et là, tu fais quoi avec ça? Ben là, à ce moment-là, il faut que tu poses la question, est-ce que la vaccination devient obligatoire? Et si oui, ben là, c'est à l'eau le test des tribunaux. Je pense que ça passerait la rampe encore une fois, mais reste que c'est quand même assez fascinant. Quelle époque, disiez-vous tout à l'heure, encore une fois, d'avoir à s'obstiner pour des choses qui me semblent d'une évidence quand même assez claire et nette. On est rendu là. En terminant là-dessus, Frédéric Lapointe, les Français, eux, ont vécu des scandales pharmaceutiques, sont plus critiques en général devant la grande entreprise. C'est peut-être que ça relève de ça, là, leur méfiance. Pensez-vous qu'ici, le risque d'une telle désaffection ou d'une telle méfiance est réel? Ouais, ben, il va y avoir un pourcentage de gens qui n'obtempéreront pas. On a même un pourcentage de gens au Québec qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. Alors, il y a toujours une part d'anarchisme ou de refus de l'ordre. Mais je suis pas trop inquiet pour la France, ni pour nous d'ailleurs. Je pense que la vaste majorité des Français, comme pour plusieurs activités de leur vie courante, ils vont se livrer à l'exercice dans la mauvaise humeur, en maugréant, en critiquant, mais ils vont se conformer. Je pense que ça va être la même chose au Québec. Au final, dans les familles, dans les milieux de travail, ça va devenir assez difficile de justifier le fait de refuser le vaccin. Je pense que ça va être une petite mort sociale pour ceux qui s'y refuseront. Hein. C'était très poétique comme conclusion. Allez en paix, en maugréant, dans vos provinces respectives. Mais, Nick, si je pouvais juste ajouter, quand Frédéric dit qu'il aimerait être à la place de Legault, moi, je le crois, parce que pour moi, Lapointe, et je le dis sans sarcasme, personnifie ce que devrait être un homme d'État. Il est consciencieux, il est juste, il est pondéré, puis voilà, c'était mes petites fleurs de la semaine, profitez-en. Bon, l'homme d'État, il est en bon état également, je vous le confirme, on le voit toujours faire du sport sur Facebook. Cher collaborateur, Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro, Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique et sans doute d'action physique aussi, en pleine forme. À la semaine prochaine. Dans un instant...